Ils ont dit que je devrais tourner les deux options. Soit je devrais aller avec le mari dans l'avion, joué par Paul Henry, soit rester au sol avec Humphrey Bogart. Je ne savais vraiment pas lequel des deux hommes j'aimais. Ingrid Bergman, l'icône légendaire d'Hollywood, a mené une double vie secrète qui a stupéfié le monde lorsqu'elle a été finalement révélée. 5 ans après son décès, un amant mystérieux s'est manifesté pour confirmer les rumeurs persistantes concernant leur liaison passionnée et interdite. Malgré l'image saine de Bergman à l'écran, sa vie privée était remplie de passion, de controverses et de scandales. Son romance illicite non seulement retourna une nation entière contre elle, mais menaça également de ruiner son illustre héritage. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire méconnue de la vie secrète d'Ingrid Bergman en explorant les vérités cachées derrière sa façade captivante, jeunesse d'Ingrid. Ingrid Bergman est née le 29 août 1915 à Stockholm d'un père suédois, Justus Samuel Bergman, et d'une mère allemande, Frida Friedel Henrietta August Louise Bergman. Ses parents se sont mariés à Hamburg le 13 juin 1907. Ingrid avait en fait été nommée d'après la princesse Ingrid de Suède. Même si elle a grandi en Suède, elle passait ses étés en Allemagne et parlait couramment l'allemand. Maintenant, voici la partie intéressante. Ingrid a été élevée comme enfant unique parce que ses 2 frères et sœurs aînés étaient malheureusement décédés en bas âge. Quand elle avait seulement 2 ans et demi, sa mère est également décédée. Pouvez-vous le croire? Elle devait se créer des amis imaginaires quand elle était enfant. Eustace Bergman, son père, avait de grands rêves pour elle. Il voulait qu'elle devienne une star de l'opéra. Alors, il lui a fait prendre des cours de chant pendant 3 ans. Ingrid a fréquenté la Palmgrenska Samskolan, une prestigieuse école de filles à Stockholm, mais elle n'était pas exactement une élève brillante ni très populaire là-bas. Son père, Justus, un photographe passionné, aimait immortaliser les anniversaires de sa fille à travers l'objectif de son appareil photo. Elle était son sujet préféré, toujours pleine de vie et de joie, dansant, se déguisant et posant pour les photos de son père. Dans ces dernières années, Bergman a remarqué avec humour « J'étais peut-être l'enfant la plus photographiée en Scandinavie ». Cependant, la tragédie a frappé en 1929 lorsque Justus est décédé d'un cancer de l'estomac alors que Bergman n'avait que 14 ans. La perte de ses 2 parents à un si jeune âge a laissé une profonde douleur en elle, une peine qu'elle portait sans même s'en rendre compte. Après la mort de son père, Bergman est allé vivre chez sa tante paternelle Hélène, qui a malheureusement succombé à une maladie cardiaque 6 mois plus tard. Elle a ensuite emménagé chez son oncle paternel Otto et sa femme Hulda, qui avait leurs propres 5 enfants. Bergman a également passé du temps avec sa tante maternelle, Elsa Adler, qu'elle appelait affectueusement Mutti, selon la tradition familiale. Dès son jeune âge, Bergman a exprimé son désir de devenir actrice, s'habillant souvent avec les vêtements de sa défunte mère et jouant des pièces dans le studio désormais vide de son père. Elle était une talentueuse polyglotte, parlant couramment suédois, allemand, anglais, italien et français. Elle a démontré son talent d'actrice dans chacune de ces langues, à différents moments de sa carrière. Son parcours dans le monde du théâtre a commencé lorsqu'elle a reçu une prestigieuse bourse pour la célèbre Académie royale d'art dramatique. C'était une réalisation remarquable, car la légendaire Greta Garbo avait également été lauréate d'une bourse similaire par le passé. Malgré la tradition de l'école exigeant 3 ans d'études avant d'accorder des rôles d'acteurs, l'exceptionnel talent de Bergman ne pouvait être contenu. Elle a défié la norme et obtenu un rôle dans une pièce révolutionnaire appelée E.T.T. Bro, un crème, écrite par Siegfried Sieverts. Cette opportunité inattendue était considérée comme totalement contraire aux procédures de l'Académie. Pendant ses premières vacances d'été, le destin est intervenu sous la forme d'un studio de cinéma suédois. Ils ont reconnu le potentiel de Bergman et lui ont offert un emploi, l'attirant loin du théâtre royal dramatique après seulement 1 année d'études. À partir de ce moment-là, elle se consacra au monde du cinéma, entamant une carrière à plein temps dans les films, ascension vers la célébrité. L'introduction de Bergman dans le monde du cinéma a commencé avec un rôle modeste en tant que figurante dans le film de 1932 Landskamp, une expérience qui lui a donné l'impression de marcher sur un sol sacré. Son premier rôle parlant est venu dans Munkbergreven, 1935, où elle a interprété Elsa, une femme de chambre dans un hôtel délabré, qui a attiré l'attention du premier rôle masculin,
Edmund Adolphsen. Les critiques l'ont décrite comme confiante et robuste, notant sa manière unique de délivrer ses répliques et son apparence légèrement plus forte. Le costume peu flatteur qu'elle portait dans le film a peut-être contribué aux commentaires peu favorables sur son apparence. Suite à sa performance dans Munchbergreven, Bergman a reçu une offre de contrat avec un studio et a été placé sous la tutelle du réalisateur Gustav Molander. Lors d'un événement qui s'est déroulé, Bergman s'est retrouvée sous les feux de la rampe une fois de plus. Cette fois, elle a joué le rôle de la fille d'un pêcheur dans le film Ocean Breakers. C'était un rôle difficile, mais le talent de Bergman a brillé, captivant le public avec sa performance, mais son parcours ne s'est pas arrêté là. Elle a eu l'incroyable opportunité de travailler aux côtés de son idole, Gösta Ekman, dans le film Swedenhjelms. C'était un rêve devenu réalité pour Bergman et elle y a mis tout son cœur, laissant une impression durable sur son coéquipier et le public. Peu après, Bergman a endossé le rôle de Lena, une secrétaire profondément amoureuse de son patron, Johan, qui était malheureux en mariage. Dans le film La nuit de Walpurgi, Lena et la femme de Johan se livrent une bataille acharnée pour l'affection de Johan. À la fin, Lena sortit victorieuse, conquérant le cœur de Johan et laissant sa femme derrière. L'année 1936 apporta de nouvelles opportunités pour Bergman. Elle interpréta une orpheline issue d'une famille respectable qui épousa un homme âgé et fortuné dans le film On the Sunny Side. C'était un rôle difficile, mais le talent et le dévouement de Bergman ont brillé, captivant à nouveau le public. La même année, elle a retrouvé son idole, Gösta Ekman, dans le film Intermezzo. Ce fut un moment charnière dans la carrière de Bergman, car elle eut l'occasion de démontrer son véritable talent. Le réalisateur Molander a reconnu son potentiel et a admis plus tard qu'il avait créé Intermezzo spécifiquement pour elle. Cependant, il a humblement reconnu que c'était Bergman elle-même qui a fait le succès du film. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Bergman a joué dans Only One Night en 1938. Bien qu'elle n'ait pas particulièrement apprécié le rôle, le qualifiant de déchet, elle a accepté d'y participer à une condition. Elle accepterait de jouer dans le film uniquement si elle avait l'opportunité de jouer dans le prochain projet du studio, Inkinas Ansikt. Le talent et la popularité de Bergman ont continué de croître et en 1938, elle est apparue dans Dollar, une comédie loufoque scandinave. Son accomplissement de l'année précédente d'avoir été élue star de cinéma la plus admirée de Suède a solidifié son statut d'actrice en tête d'affiche. Malgré son incapacité à parler anglais et son incertitude quant à la façon dont le public américain la recevrait, Bergman a accepté de participer avec l'intention de terminer ce projet unique et de retourner ensuite en Suède. Pendant ce temps, son mari, Peter Aron Lindström, est resté en Suède avec leur fille Pia, née en 1938. À son arrivée à Los Angeles, le 6 mai 1939, Bergman a provisoirement résidé chez les Selznick jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un autre logement. Selon Danny, le fils de Selznick, qui était un enfant à l'époque, son père avait des réserves concernant Bergman à cause de son manque de maîtrise de l'anglais, de sa grande taille, de son nom à consonance allemande et de ses sourcils épais. Cependant, Bergman a finalement été accueilli par le public américain sans aucune modification de son apparence ou de son nom, malgré les suggestions initiales de Selznick. Comme raconté dans un article du magazine Life, Selznick respectait l'appréhension de Bergman envers les maquilleurs d'Hollywood, susceptibles de la transformer en une figure méconnaissable, et leur demandait donc de ne pas abuser du maquillage. De plus, Selznick a reconnu que sa beauté naturelle triompherait du glamour artificiel de Hollywood. Roberto Rossellini, un réalisateur italien, a sorti le film Stromboli le 18 février 1950. En 1949, Bergman, qui appréciait vraiment deux des films de Rossellini, lui a envoyé une lettre exprimant son admiration et proposant l'idée de travailler ensemble sur un film. Cela a conduit à son choix pour le casting de Stromboli. Pendant le tournage, ils ont commencé une relation amoureuse et Bergman a vite découvert qu'elle attendait leur premier enfant. Tout cela a causé un gros problème aux États-Unis. Les gens étaient vraiment en colère contre Bergman et même les sénateurs en ont parlé. Un sénateur a dit qu'elle ruinait l'idée du mariage et l'a qualifiée de mauvaise influence.
Ça a été un grand choc pour tout le monde car ils pensaient qu'elle était si pure quand elle jouait Jeanne d'Arc. Mais ensuite, ils ont découvert sa liaison avec Roberto Rossellini et se sont sentis trahis. C'était tellement mal que même son courrier était plein de mots méchants de la part de chrétiens. Ed Sullivan ne voulait pas d'elle dans son émission, même si les gens voulaient la voir. Mais Steve Allen l'a accueillie dans son émission et a dit qu'on ne peut pas juger l'art de quelqu'un sur sa vie personnelle. Bergman avait toujours joué ses personnages sanctifiés comme une nonne et Jeanne d'Arc, mais elle a dit qu'elle est juste une personne ordinaire. À cause de tout ce drame, Bergman est retourné en Italie, a divorcé de son premier mari et a mené une grande bataille pour la garde de leur fille. Ensuite, elle s'est mariée avec Rossellini. Vie personnelle. La vie de Bergman était remplie de nombreuses controverses concernant ses mariages. Le 10 juillet 1937, à l'âge de 21 ans, Ingrid Bergman a épousé Peter Aaron Lindstrom, un dentiste qui a ensuite poursuivi une carrière de neurochirurgien. Le mariage a eu lieu à Stade. Le couple a accueilli une fille nommée Friedel Pia Lindstrom le 20 septembre 1938. En 1940, Bergman est retourné aux États-Unis et a commencé à jouer à Broadway avant de passer au film hollywoodien. L'année suivante, son mari l'a rejointe aux États-Unis en amenant leur fille avec lui. Tandis que Lindstrom poursuivait ses études de médecine à l'université de Rochester à Rochester, New York, Bergman se rendait souvent à New York pour lui rendre visite. Lors de ces visites, elle séjournait dans leur modeste maison en stuc, louée pour des durées variables, allant de quelques jours à plusieurs mois. Selon un article du magazine Life, Lindstrom se considérait comme le chef incontesté de la famille, une notion que Bergman acceptait volontiers. Il insistait sur le maintien d'une distinction claire entre sa vie professionnelle et personnelle, car il méprisait le faste et le glamour d'Hollywood. Après avoir terminé son internat dans un hôpital privé à San Francisco, en Californie, Lindstrom s'y est installé et le couple a continué à passer du temps ensemble chaque fois que Bergman pouvait voyager entre ses projets de films. Cependant, Lindstrom avait une perspective différente sur Bergman par rapport au reste du monde. Il croyait qu'elle était trop préoccupée par son succès professionnel et son image publique, et il la percevait comme vaniteuse. Selon Donald Spoto, le biographe de Bergman, Lindstrom a pris en charge la gestion de sa carrière et de ses finances, adoptant une approche frugale de l'argent. Le 27 août 1945, juste 2 jours avant son 30e anniversaire, Ingrid Lindstrom, avec son mari, a soumis des formulaires de déclaration d'intention au tribunal de district des États-Unis, district sud de Californie, dans le but d'obtenir la citoyenneté américaine. Le mari de Lindstrom était bien conscient de ses liaisons extraconjugales, mais il a choisi de ne pas demander le divorce, déclarant franchement qu'il le tolérait en raison de ses contributions financières. À la suite de la publicité scandaleuse entourant sa liaison avec le réalisateur italien Roberto Rossellini lors du tournage de Stromboli en 1950, Bergman est retourné en Europe. Elle a supplié Lindstrom pour un divorce et l'accès à leur fille Pia, mais il a refusé catégoriquement. Peu de temps après la sortie de Stromboli, Bergman a donné naissance à un fils, Renato Roberto Ronaldo Giusto Giuseppe Robin Rossellini, le 2 février 1950. Une semaine après la naissance de son fils, elle a divorcé de Lindstrom conformément à la loi mexicaine et a épousé Rossellini par procuration le 24 mai 1950. Le 18 juin 1952, elle a accueilli des filles jumelles, Isotta Ingrid Rossellini et Isabella Rossellini dans le monde. Isabella est devenue actrice et mannequin, tandis qu'Isotta a poursuivi une carrière de professeur de littérature italienne. Ce n'est qu'en 1957 que Bergman a finalement retrouvé sa fille Pia à Rome. Cependant, l'amertume de Lindstrom envers Bergman a persisté. Pendant le scandale, Bergman a reçu des lettres de soutien de Cary Grant, Helen Hayes, Ernest Hemingway, John Steinbeck et d'autres célébrités. Ce scandale public est largement reconnu comme un scandale sexuel majeur dans le Hollywood du XXe siècle. Il a suscité une couverture médiatique exceptionnelle, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'international, y compris dans le pays natal de Bergman, la Suède. La presse conservatrice suédoise a traité Bergman durement, certains journalistes allant même jusqu'à suggérer qu'elle avait terni la réputation mondiale de la Suède. Le scandale a également pris des connotations ethnocentriques, présentant Rossellini comme un amant latin immoral, fortement sexualisé et agressif,
et cela a poussé les États-Unis à percevoir les immigrés de manière négative. Cependant, les féministes suédoises ont pris la défense de Bergman, ce qui a conduit à des tensions en Suède entre les journalistes conservateurs et le mouvement féministe émergent, surtout après le retour de Bergman en Suède en 1955. Aux États-Unis, le scandale a également pris une tournure xénophobe, avec le sénateur Edwin C. Johnson déclarant qu'aucun étranger coupable de turpitude ne peut entrer à nouveau sur le sol américain, et a accusé Bergman de s'être délibérément exilé d'un pays qui lui avait été si bon. Sa fille Isabella Rossellini a affirmé qu'elle a été contrainte de quitter l'Amérique en raison de la perception que les étrangers et les célébrités viennent en Amérique et se livrent à un comportement immoral, donnant un mauvais exemple à la jeune génération. L'affaire scandaleuse entre Rossellini et Ingrid Bergman a eu lieu à une époque de conservatisme social après la guerre, ce qui a contribué à l'indignation publique. De plus, l'image publique de Bergman, en tant que personnage pur et presque saint, a joué un rôle important dans le scandale. Bergman elle-même a reconnu cela, affirmant que les gens la voyaient comme une sainte après son interprétation de Jeanne d'Arc. Mais elle était simplement un être humain imparfait. Elle a expliqué en outre que beaucoup de gens qui ne la connaissaient qu'à travers son personnage à l'écran étaient déçus de réaliser qu'elle n'était pas parfaite. Cependant, son explication n'annulait pas le fait qu'elle menait une double vie. Le mariage entre Bergman et Rossellini a rencontré divers défis et s'est finalement terminé par un divorce en 1957. Le cousin de Rossellini, Renzo Avanzo, craignait que Bergman ne distrait Rossellini de sa carrière cinématographique. Rossellini était possessif et ne permettait pas à Bergman de travailler avec quelqu'un d'autre. En 1957, Rossellini a eu une liaison avec Sonali Dasgupta pendant le tournage en Inde. Pour faciliter le départ de Rossellini d'Inde, Bergman a rencontré le Premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru, à Londres. Le couple a finalement divorcé la même année. Le 21 décembre 1958, Bergman épousa Lars Schmidt, un entrepreneur théâtral issu d'une prospère lignée de transport maritime suédoise. Leur rencontre a été facilitée par son attaché de presse, Kay Brown. Le couple fréquentait Danholmen pendant les étés, l'île isolée de Lars située au large de la côte suédoise. Ils résidaient avec leurs enfants à Choiseul, près de Paris. Les engagements de tournage de Bergman l'éloignaient souvent, tandis que Lars se consacrait à la production de pièces de théâtre et de programmes télévisés à travers l'Europe. Les exigences de leurs horaires de travail respectifs ont tendu leur lien conjugal. Pendant des vacances avec Schmidt à la plage de Montegordo en 1963, après la fin du téléfilm Hedda Gabler, Bergman a reçu une amende pour avoir porté un bikini jugé indécent selon les normes conservatrices du Portugal. Après presque 20 ans de mariage, le couple s'est séparé en 1975. Néanmoins, Lars est resté à ses côtés jusqu'à sa disparition le 29 août 1982, jour de son 67e anniversaire. Elettra Rossellini-Wiedemann, une des petites filles de Bergman, est une figure notable. En octobre 1978, Bergman a accordé une interview discutant de son dernier rôle au cinéma dans Sonate d'automne, qui explorait la dynamique complexe de la relation mère-fille, en incarnant une pianiste de concert qui avait privilégié sa carrière sur la maternité. Bergman a établi des parallèles entre le personnage et ses propres expériences de devoir se séparer de ses filles en raison de ses engagements professionnels. Elle a réfléchi au tumulte émotionnel de quitter ses enfants pour poursuivre ses ambitions professionnelles. Avant son décès en 1982, Bergman a modifié son testament, répartissant principalement son héritage entre ses 4 enfants. De plus, elle a prévu des dispositions pour la nièce de Rossellini, Fiorella, sa femme de chambre à Rome, et la fille de son agent, Kate Brown. Relations et aventures extraconjugales. La carrière de Bergman a été marquée par des relations et des aventures extraconjugales. Au cours des années 1940, Bergman a eu des relations amoureuses avec ses réalisateurs et ses co-stars. Par exemple, elle a eu une brève relation avec Spencer Tracy pendant qu'elle travaillait sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. De plus, elle a eu une liaison avec Gary Cooper pendant le tournage de Pour qui sonne le glas. Cooper a exprimé ses sentiments en déclarant qu'Ingrid Bergman l'aimait plus que quiconque, mais leur communication a cessé immédiatement après la fin du tournage. Victor Fleming, dans le livre de Michael Srago. Victor Fleming, un maître du cinéma américain, est décrit par Janine Basinger comme étant profondément amoureux de Bergman et ne s'en étant jamais vraiment remis.
Même en réalisant son dernier film, Jeanne d'Arc, Fleming restait captivé par Bergman. De plus, Bergman a eu une brève romance avec le musicien Larry Adler lors d'une tournée en Europe pour divertir les troupes en 1945. Dans l'autobiographie d'Anthony Quinn, il mentionne sa relation intime avec Bergman, ainsi que plusieurs autres liaisons. Howard Hughes était également obsédé par Bergman et leur rencontre a été facilitée par Cary Grant et Irene Selznick. Hughes est même allé jusqu'à informer Bergman qu'il avait acheté RKO comme cadeau pour elle. Pendant son mariage avec Lindstrom, Bergman a eu des relations amoureuses avec le photographe Robert Capa et l'acteur Gregory Peck. C'est à travers l'autobiographie de Bergman que sa liaison avec Capa est devenue publique. En juin 1945, en route pour Berlin, pour divertir les soldats américains, Bergman s'est arrêté à Paris et a accepté une invitation à dîner où elle a rencontré Capa et le romancier Irwin Shaw. Selon son récit, ils ont passé une soirée délicieuse ensemble. Le lendemain, elle a continué son voyage vers Berlin. 2 mois plus tard, Capa était à Berlin pour photographier les conséquences de la guerre et ils se sont croisés à nouveau. Troublée par son mariage avec Lindstrom, Bergman est tombée amoureuse de Capa et souhaitait quitter son mari. Pendant leur séjour ensemble à Berlin, Capa a gagné suffisamment d'argent pour accompagner Bergman à Hollywood. Bien que le magazine Life lui ait attribué la couverture des activités de Bergman, il était mécontent de la superficialité perçue d'Hollywood. La brève liaison de Bergman avec son partenaire Gregory Peck dans le film La maison du docteur Edward est restée secrète jusqu'à ce que Peck la révèle dans une interview avec Brad Derrick du magazine People 5 ans après la mort de Bergman. Peck a déclaré « Tout ce que je peux dire, c'est que j'avais un amour véritable pour elle en parlant de Bergman et je pense que c'est là que je devrais m'arrêter. Nous étions tous les deux jeunes. Elle était jeune. Nous étions profondément impliqués pendant plusieurs semaines en raison de notre collaboration étroite et intense. Bergman, de foi luthérienne, se décrivait un jour avec humour comme grande, suédoise et luthérienne. Sa fille, Isabella Rossellini, a reconnu la contribution significative de sa mère à l'indépendance des femmes dans la narration. Rossellini a souligné que les femmes désirent partager leurs propres récits et prendre des initiatives, mais que les normes sociétales restreignent souvent leur capacité à se libérer de certaines conventions. Suite à la production d'Intermezzo A Love Story en 1939, le producteur David O. Selznick et sa femme Irene ont développé une amitié durable avec Bergman qui a perduré tout au long de sa carrière. De plus, Bergman a noué un lien à vie avec son co-star dans Notorious, Cary Grant. Leur première rencontre a eu lieu lors d'une fête organisée par David O. Selznick en 1938. Dans son livre « Cary Grant, A Brilliant Disguise », Scott Eman souligne l'affection sincère de Grant pour Ingrid Bergman. Eman note que bien que Bergman possédait une beauté comme beaucoup d'actrices, ce qui la distinguait était son indifférence envers son apparence, ses vêtements et tout le reste, sauf son art. La taille de Bergman, mesurant 5 pieds 9 pouces, posait parfois des problèmes lorsqu'elle jouait aux côtés de partenaires masculins plus petits. Elle mesurait 2 pouces de plus que Humphrey Bogart, ce qui a mené à des solutions créatives comme Bogart debout sur des blocs ou des coussins pendant leur scène ensemble dans Casablanca. De même, la taille de Bergman dépassait celle de Claude Rains, obligeant Alfred Hitchcock à concevoir des rampes cachées pour augmenter la stature de Rains lors des scènes de marche main dans la main. Dans Notorious, Rains portait également des chaussures compensées dans certaines scènes pour compenser la différence de taille. La personnalité et le charme d'Ingrid Bergman. Malgré la vie scandaleuse d'Ingrid, personne ne peut nier qu'elle est une femme aux multiples talents. À son arrivée aux États-Unis, Bergman s'est rapidement imposée comme l'incarnation même de la féminité américaine et une prétendante de premier plan au titre de la plus grande actrice principale d'Hollywood. Le célèbre producteur David O. Selznick l'a un jour louée comme l'actrice la plus dévouée avec laquelle il ait jamais collaboré. Bergman était souvent associé à des personnages qui dégageaient une aura délicate mais résiliente, aux prises avec les complexités de l'amour mêlées à l'anxiété et à la peur. Pour sa préparation au film Antise, elle s'est immergée dans un hôpital psychiatrique pour étudier un patient spécifique. De même, pour son rôle dans A Woman Called Golda, elle a soigneusement étudié des enregistrements pour incarner les manières de Golda Meir. Dans Sonate d'automne, elle évoluait à l'écran avec une sensation de confinement semblable à celle d'un animal en cage,
tout en gardant un maintien qui amplifiait l'impact de son dialogue retenu, mais puissant. Connu pour son dévouement inébranlable à son métier, Bergman était décrite comme rigide et obstinée dans son approche du jeu d'acteur. Même le célèbre réalisateur Ingmar Bergman a reconnu leurs fréquents désaccords sur le plateau, notant sa réticence à franchir certaines limites. Jan Göransson de l'Institut suédois du film a qualifié Bergman de têtu, défiant souvent ses réalisateurs, mais acceptant finalement leur concept innovant de jeu d'acteur. L'un des talents les plus remarquables de Bergman était sa capacité à passer sans effort d'une émotion à l'autre, une compétence qui, selon Fu-Ning Tang de l'Université de Miami, lui permettait d'infuser ses personnages de suspense, d'ambiguïté et d'une allure énigmatique à travers des gestes subtils, des regards et des expressions. Roger Ebert a également réitéré un sentiment similaire en soulignant l'approche unique de Bergman pour examiner le visage d'un homme. Il a souligné qu'elle va au-delà du simple fait de fixer ses yeux, contrairement à beaucoup d'autres actrices qui sont préoccupées par leur prochaine réplique. Au contraire, Bergman plonge dans les yeux, cherchant des significations plus profondes et des indices subtils. Lors d'un gros plan rapproché avec un acteur, ses propres yeux reflètent même les moindres changements dans ses expressions. Selon le livre Stardom and the Aesthetics of Neorealism, Ingrid Bergman, en Italie avec Rossellini, Alfred Hitchcock a joué un rôle crucial dans la redéfinition de l'image à l'écran de Bergman pour incarner une philosophie du « moins c'est plus ». Il l'a encouragé à adopter un comportement plus sobre et neutre, tandis que sa caméra se concentrait sur les nuances de ses expressions faciales. La collaboration de Hitchcock avec Bergman impliquait souvent de modérer son expressivité naturelle, ses gestes et ses mouvements physiques. Susan White, une collaboratrice à un compagnon d'Alfred Hitchcock, a soutenu que, bien que Bergman ait été une collaboratrice privilégiée d'Hitchcock, elle ne correspondait pas au modèle typique de la blonde hitchcockienne. Au contraire, elle était caractérisée comme une blonde résistante et défiante, contrastant avec l'archétype plus docile et adaptable incarné par Grace Kelly. Pour Bergman, son visage est devenu un élément central de son personnage cinématographique. Tout au long de ses films, elle apparaissait fréquemment dans des costumes élaborés tels que des habits de nonne, des blouses de médecin, des armures de soldats et des robes victoriennes, son visage servant de point focal principal. La technique du clair-obscur, couramment utilisée dans les films de Bergman, capturait efficacement l'ambiance et le tumulte émotionnel de ses personnages à travers les expressions nuancées de son visage. Dans le cas de Casablanca, l'utilisation stratégique des ombres et de l'éclairage a été employée pour créer un effet visuel qui rendait son visage plus mince. Maladie et mort. Pendant le succès de The Constant Wife à Londres, Bergman a fait une découverte inquiétante, une petite boule dure sous son sein gauche. Préoccupée, elle ne perdit pas de temps et subit sa première opération dans une clinique de Londres le 15 juin 1974. Malheureusement, ses ennuis ne s'arrêtèrent pas là. Tandis qu'elle travaillait sur Sonate d'automne, Bergman découvrit une autre masse. Déterminée à l'affronter directement, elle retourna rapidement à Londres pour une autre chirurgie. Malgré ses problèmes de santé, elle a fait preuve d'une résilience incroyable et a même accepté de jouer Golda Meir en 1981. Après avoir terminé le film, elle s'est retirée dans son appartement à Shiny Gardens, Londres, où elle a bravement supporté la chimiothérapie. La présence de photographes devant sa résidence était un rappel constant de sa lutte, l'incitant à éviter la fenêtre de devant. À ce stade, le cancer s'était propagé à sa colonne vertébrale, provoquant l'effondrement de sa 12e vertèbre. Son poumon droit avait cessé de fonctionner et seule une petite partie de son poumon gauche restait intacte. Au coup de minuit, marquant son 67e anniversaire, Bergman est tragiquement décédé à Londres le 29 août 1982. Son ex-mari, Lars Schmidt, et 3 autres personnes étaient à ses côtés, ayant levé leur dernier verre en son honneur quelques heures plus tôt. Comme détail poignant, un exemplaire du Petit Prince était ouvert sur une page près de la fin, servant de symbole poignant de son parcours. Le service commémoratif a eu lieu à l'église St. Martin in the Fields en octobre, avec 1200 personnes en deuil présentes, y compris ses enfants. Aux côtés des Rossellini et des proches venus de Suède, de nombreux collègues acteurs et co-stars tels que Liv Ullmann, Sir John Gielgud, Dame Wendy Hiller, Birgit Nielsen et Joss Ackland étaient présents. Pendant le service,
Des extraits des œuvres de Shakespeare ont été récités. Le programme musical comprenait This Old Man, de l'Auberge du sixième bonheur, une composition de Beethoven et des extraits de As Time Goes By. Le petit-fils de Bergman, Justin Daly, se souvint de l'événement comme d'une scène chaotique avec des centaines de photographes capturant le moment, dont l'un l'a accidentellement frappé à la tête. Il a réfléchi. Dans tout ce tumulte, je pouvais sentir qu'elle n'était pas seulement ma grand-mère. Elle appartenait à tout le monde. Elle appartenait au monde. Ingrid Bergman a été incinérée lors d'une cérémonie privée à laquelle seuls des proches parents et 5 amis ont assisté. Après la crémation au cimetière de Kensal Green à Londres, ses cendres ont été transportées en Suède. La majorité de ces cendres ont été dispersées dans la mer près de l'îlot de Danholmen, près du village de pêcheurs de Fjällbacka dans le Bohuslän, sur la côte ouest de la Suède, où elle avait passé la plupart de ses étés de 1958 jusqu'à sa mort. Les cendres restantes ont été enterrées à côté de celles de ses parents au cimetière Norra Begravningsplatsen, cimetière du Nord, à Stockholm, Suède. Héritage. Le décès de Bergman a été largement couvert par les médias grand public aux États-Unis et en Europe. Notamment, le Los Angeles Times et le New York Post ont consacré des notices en première page à la nouvelle. L'annonce du New York Post se distinguait par sa police rouge en gras. Le New York Times, quant à lui, a déclaré « Ingrid Bergman, lauréate de 3 Oscars, est morte ». Le Washington Post lui a rendu hommage dans un article qui la décrivait comme une actrice dont la beauté innocente mais provocante faisait d'elle l'une des grandes stars de la scène et de l'écran. La mort de Bergman a profondément attristé beaucoup de gens, en particulier ses collègues, qui ont exprimé leur admiration pour sa ténacité, son esprit et sa chaleur. Joseph Cotton l'a considérée à la fois comme une amie proche et une actrice remarquable. Paul Henreid se remémorait sa beauté saisissante dans sa jeunesse et la décrivait comme une femme forte avec des désirs et des émotions intenses, menant une vie vibrante. Liv Ullmann a pleuré sa perte, déclarant que Bergman l'avait rendue immensément fière d'être une femme. Leonard Nimoy a également loué sa résilience et son courage, exprimant son immense respect pour elle en tant que personne et actrice talentueuse. Il l'a considérée comme une femme remarquable. Le 30 août 1983, une réunion de stars, d'amis et de la famille s'est tenue au Festival du film de Venise pour rendre hommage à Feu Bergman à l'occasion du premier anniversaire de son décès. Les personnalités notables présentes comprenaient Gregory Peck, Walter Matthau, Audrey Hepburn, Roger Moore, Charlton Heston, le prince Albert de Monaco, Claudette Colbert et Olivia de Havilland. Pendant 5 jours, ils ont dîné et pleuré, tout en réfléchissant à l'héritage durable de Bergman. Malgré un combat contre le cancer pendant 8 ans, Bergman a poursuivi sa carrière et a reçu une reconnaissance internationale pour ses dernières performances. Le biographe Donald Spoto a remarqué « Son esprit a prévalu avec une grâce et un courage remarquables. » Le réalisateur George Cukor a résumé son impact sur l'industrie cinématographique lorsqu'il lui a dit « Sais-tu ce que j'admire particulièrement chez toi, Ingrid, ma chère? Je peux le résumer par ton authenticité. La caméra adore ta beauté, ton jeu d'actrice et ton unicité. Une star doit posséder de l'unicité. Cela te distingue comme un talent exceptionnel. » Sa carrière d'actrice était tout sauf ordinaire. Le magazine Life a loué les premières années d'Ingrid Bergman à Hollywood, affirmant que tous ses films étaient réussis et se déroulaient sans problème de sa part. Elle a exprimé une satisfaction totale quant à la gestion de sa carrière par David O. Selznick, qui lui a constamment offert des rôles stimulants. Bergman a souligné sa passion pour le jeu plutôt que le gain financier, mettant en avant son dévouement à l'art. Le magazine Life a également noté son exceptionnelle polyvalence et sa capacité à incarner une large gamme de personnages à l'écran, dépassant nombre de ses contemporains dans l'industrie. Le biographe Donald Spado a salué Ingrid Bergman comme l'une des stars les plus renommées au niveau mondial dans l'histoire du divertissement. Ses débuts américains dans Intermezzo, A Love Story, 1939, ont montré son talent d'actrice naturelle et sa beauté sans effort, attirant les éloges de critiques comme James Agee pour ses performances authentiques.
L'activisme de Bergman contre la ségrégation raciale, comme démontré lors d'une conférence de presse à Washington, D.C. en 1946, a suscité à la fois des réactions positives et des critiques, conduisant finalement à un hommage durable devant l'auditorium Lisner. En plus de sa carrière d'actrice, Ingrid Bergman a consacré son temps à divertir les troupes de l'armée américaine en Alaska pendant la Deuxième Guerre mondiale et plus tard en Europe après la guerre. Ces expériences lui ont permis de constater de première main les conséquences du conflit, ce qui a renforcé sa perspective sur l'importance d'utiliser sa plateforme pour des causes sociales. En 2015, diverses institutions ont organisé des expositions, projections de films, livres, documentaires et séminaires pour célébrer le centenaire de Bergman. Le Museum of Modern Art a présenté ses films, sélectionnés et introduits par ses enfants. Laffey Silver Theatre and Cultural Center a organisé une rétrospective complète de ses films hollywoodiens et italiens. À l'Université de Californie à Berkeley, la journaliste et critique de cinéma Ulrika Knudson a qualifié Bergman de féministe pionnière lors d'une conférence. Le Festival international du film de Toronto a présenté une série de ses films les plus célèbres dans un événement appelé Notorious, célébrant le centenaire d'Ingrid Bergman. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.